Bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée à la filmographie commentée de Song Kang-ho. On continue tout de suite sur notre lancée avec A Little Pond, alors un film qui n'est pas très connu et c'est bien dommage parce que je trouve que c'était un excellent drame réalisé par Lee Sang-woo. Et alors qu'est-ce que c'est A Little Pond? En fait c'est une histoire réelle, adaptation d'une histoire réelle qui a eu lieu au début de la guerre de Corée en 1950, quand dans un petit village en fait de Corée du Sud, qui s'est retrouvé totalement ballotté par les mouvements d'armée avec les nordistes qui sont arrivés, puis le sud avec les Américains. Donc tous ces, eux, ils se sont retrouvés en fait pris entre deux feux. Et à un moment, donc ils ont dû évacuer leur village et ils se sont retrouvés en fait à être sous le feu des forces américaines qui ne savaient pas évidemment que c'était des villageois qui étaient simplement en train d'essayer de survivre. Et une grande partie d'entre eux ont été tués lors de cet incident. Donc évidemment, c'est un incident qui n'est pas très glorieux, pas très amusant. Mais il est très bien rendu dans Little Pond. Alors c'est vraiment un film choral. Il y a beaucoup d'acteurs assez connus qui font partie, mais le film ne s'attarde sur aucun d'entre eux spécifiquement en fait. Donc on est vraiment sur un film avec un grand éventail de personnages. Donc Song Kang-ho en est un parmi d'autres. Il n'est pas vraiment nettement plus mis en avant que les autres, mais le réalisateur parvient quand même à nous faire comprendre la dynamique de ce village et nous faire surtout ressentir l'injustice dramatique de la manière dont il meurt, quoi. Toute la séquence du carnage, c'est dur, hein, c'est dur et c'est très émouvant. Donc Song Kang-ho est un élément parmi d'autres dans l'histoire, et le film est à mon avis un très bon film dramatique qui n'est pas évident, qui n'est pas un feel good movie, hein, loin de là, c'est un feel bad movie quelque part, mais je pense que c'est vraiment un film très recommandable et que je vous inciterai à découvrir si vous en avez la curiosité. En 2010, Song Kang-ho est dans The Secret Reunion, réalisé par Jang-hoon et Park Hong-soo. Jang-hoon, moi c'est un réalisateur que j'aime vraiment bien, qui entre autres a fait The Frontline, qui est pour moi un des tout meilleurs films sur la guerre de Corée. Et dans The Secret Reunion, alors on est sur ce sous-genre du cinéma coréen qui est lié en fait à la Corée du Nord, en fait les espions infiltrés en Corée du Nord. C'est un grand classique, hein, puisqu'on l'avait déjà vu dans Chéri entre autres. Donc dans The Secret Reunion, c'est le même principe. Donc là avec Song Kang-ho qui lui est un policier du contre-espionnage, il me semble, qui donc doit essayer d'attraper cet espion coréen infiltré, et il essaye d'avoir le grand boss des espions nord-coréens infiltrés en suivant un espion plus jeune qui est sous les ordres donc du plus ancien. Il va y avoir une espèce de dynamique entre les deux, quasi buddy movie, alors pas exactement buddy movie parce qu'ils sont quand même plus dans l'opposition, mais il y a un peu de ça quand même là-dedans, et c'est très bien fait, les personnages sont vraiment bien construits, le développement de l'intrigue fait sens, il est bien orchestré, on est vraiment bien rythmé. Donc The Secret Reunion, moi c'est vraiment un film que j'aime bien, dans le cadre de ce registre des espions nord-coréens infiltrés dans le sud. C'est à mon avis un des meilleurs, et c'est lié entre autres au fait que Song Kang-ho est très bien dans ce rôle, hein. Alors c'est pas le mec d'action sympathique à la Chéri, on va dire. En fait c'est un peu un mélange du personnage qu'il a dans Chéri, hein. Il y a un peu de ça quand même, mais avec son côté homme du peuple un peu frustre dont j'ai déjà parlé, qui se retrouve également dans le personnage là. Donc il y a une espèce de combinaison de ces deux facettes pour faire ce personnage, et ça marche très bien. C'est un film très sympa, ça réinvente pas la poudre,
mais ça suit son sujet de manière très bien faite. C'est vraiment un film très recommandé. En 2012, notre ami Song Kang-ho se retrouve dans un thriller appelé Howling, qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, n'est pas un remake coréen du film de Joe Dun de Loup-garou. Par contre, il y a quand même un aspect loup dans l'histoire, puisque Song Kang-ho enquête sur une série de meurtres qui est faite justement par un loup. On est plus dans une ambiance à la Wolfen quelque part, si vous connaissez la référence, ce très, très sympathique film fantastique du début des années 1980. Donc il y a deux aspects en fait dans ce film. Donc il y a l'aspect intrigue policière par rapport à savoir donc qui est derrière les meurtres qui ont lieu, qui est mitigé. Ça va, c'est pas mal fait. Par contre, ça abuse un petit peu des retournements de situation. Enfin, on a attrapé quelqu'un, mais en fait, il y a toujours quelqu'un d'autre derrière. Et il nous fait le coup quand même 2 ou 3 fois dans le truc. Donc, au bout d'un moment, ça commence à devenir un petit peu répétitif. Mais dans l'ensemble, ça marche quand même à peu près. Ça gagnerait probablement à être un petit peu plus court, mais bon, c'est le cas souvent de beaucoup de films, ça. Mais ça marche dans les grandes lignes, à défaut d'être vraiment passionnant dans son enquête policière. À côté de ça, il y a un autre aspect dans le film qui est que Song Kang-ho, qui est donc le flic qui enquête sur cette série de meurtres, doit faire équipe avec une coéquipière relativement jeune et évidemment très jolie. Et alors, ça va être la foire aux remarques sexistes. Alors, par toute l'équipe avec laquelle elle est censée travailler et pendant une bonne heure par Song Kang-ho. Alors évidemment, il va y avoir une évolution dans le personnage et il va finalement se rallier à elle. Mais je pense qu'il y a plusieurs problèmes par rapport à ça. Je pense ça dénote probablement d'une vraie réalité en Corée du Sud dans le rôle des femmes et certainement dans le rôle des femmes qui travaillent dans la police sud-coréenne. Il n'empêche que c'est quand même assez désagréable de la voir s'en prendre plein la gueule pendant 2 heures de tout le monde, même si après à un moment, même si Song Kang-ho va finir par la défendre un peu, il n'empêche quand même qu'elle continue à s'en prendre plein la gueule et qu'elle a tendance à baisser la tête pendant une grande partie du film. Et moi je trouve que c'est assez frustrant, hein. Moi je suis un amateur des Girls with Guns. Tout ce que j'aurais aimé c'est qu'à un moment elle foute un coup de pied retourné à un des mecs et ça aurait calmé le truc, quoi. Malheureusement ça n'arrive pas et donc il y a tout cet aspect là qui part certainement d'une bonne intention parce que le film cherche à dénoncer justement la manière, la culture sexiste, la culture du travail sexiste qu'il doit y avoir en Corée du Sud et à laquelle je suis certain que c'est une réalité. Mais la manière dont c'est fait est quand même un petit peu abrutissante. Ça aurait été mieux quand même à mon avis que le personnage féminin s'affirme davantage ou qu'on ait une réalisation peut-être un peu plus nette et un peu plus marquée du personnage de Song Kang-ho parce que finalement il finit par l'aider mais on sait pas vraiment pourquoi, quoi. Enfin, parce qu'elle a montré qu'elle était capable de mener une enquête de manière un peu plus de manière sérieuse, mais enfin j'ai envie de dire que ça devrait pas être une raison, ça devrait être une raison simplement parce que il faut traiter les gens de couleurs, de sexes différents de façon normale, quoi, de façon égalitaire. Mais bon. Et je pense que le film aurait peut-être gagné à être également fait du point de vue justement de la femme. Parce que les principaux éléments de l'intrigue sont liés à elle en réalité. Donc je pense que le film était peut-être conçu à l'origine pour un personnage féminin principal et que à partir du moment où Song Kang-ho est devenu impliqué dans le projet, le film a dérivé un petit peu plus vers lui et je pense que ce n'est pas une bonne chose pour le film dans son ensemble, que ça aurait gagné en cohérence si le personnage féminin était resté le personnage référent sur lequel on aurait suivi toute l'intrigue. Bon, ça n'a pas été le cas, ce qui fait qu'au final, pour ces deux raisons, pour à la fois le traitement qui est fait du sexisme et pour l'histoire criminelle
qui est correct mais sans plus. Ça fait que Hurlement, c'est un film un peu mitigé, c'est vraiment pas la référence vers laquelle se tourner. C'est pas désagréable, ça se laisse regarder, mais comme vous avez pu le voir, si vous avez, s'il y a d'autres films dans cette filmographie commentée que je fais qui vous intéressent davantage, clairement vous devriez vous orienter d'abord vers eux plutôt que celui-là. Celui-là, c'est vraiment regarder en toute fin une fois que vous aurez à peu près fait l'intégralité de sa filmographie. On passe en 2013, année où Song Kang-ho retrouve son ami Bong Joon-ho pour les besoins de Snowpiercer, le transperce-neige. Le transperce-neige, alors ça fait partie des Bong Joon-ho que j'aime bien. Et oui, je trouve encore une fois qu'il y a des problèmes. En l'occurrence, je vais les détailler un petit peu. Mais il n'empêche que je suis capable de faire fi de ces problèmes. Je trouve que le film est quand même très bien, très agréable, très intéressant à regarder. Ceci étant, donc, problème, il y a un problème qui va revenir d'ailleurs par la suite de sa filmo. Je trouve que Bong Joon-ho a tendance à vouloir trop appuyer son propos, à vouloir vraiment faire comprendre quel est le message de son film au détriment de la cohérence interne. En l'occurrence, c'est quand les personnages alternent, enfin avancent dans des wagons qui deviennent de plus en plus extravagants et qui représentent clairement différents éléments de notre société contemporaine. Alors je comprends le message, évidemment, oui, le train est censé représenter les différentes classes et les différents éléments de notre société à nous. Mais je pense qu'on l'avait déjà compris avant en fait, et il n'y a pas besoin d'appuyer ce propos comme ça. Il l'appuie tellement qu'au final, il n'y a plus vraiment de cohérence. Enfin, ça paraît très difficile de croire que dans le train, il y aurait pu avoir ce type de société qui aurait pu continuer comme ça pendant des années et des années. Enfin, ça manque de cohérence interne. Et le deuxième point qui me pose un peu souci, c'est la toute fin, quand Chris Evans rencontre Ed Harris et qu'on a l'explication du truc. Je trouve que ça fait très Matrix, en l'occurrence très Matrix Reloaded, le discours de l'architecte. C'est une version un peu digest de ça, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que le discours de l'architecte dans Matrix Reloaded, c'est quand même un truc totalement indigeste. Donc il n'a pas tort effectivement de le rendre un peu plus digestible, mais ça reste quand même un peu une redite. Donc il y a peut-être moyen de faire quelque chose d'un peu nouveau, d'apporter quelque chose d'un peu plus original par rapport à ça. Bon, voilà, défaut mineur, puisque dans l'ensemble c'est quand même, je trouve, un très bon spectacle de science-fiction, une bonne évocation d'un futur dystopique, post-apocalyptique. Donc c'est très sympa à ce niveau. Surtout toute la mise en place et la première demi-heure, je trouve, est vraiment excellente. Song Kang-ho là-dedans, en fait, il a un personnage un peu alternatif, un peu excentrique, mais qui est assez sympa, et il sert en fait un peu d'ancrage coréen du film, puisque l'essentiel de la distribution est américain, ou en tout cas anglo-saxon. Donc ça fait plaisir de le voir, ça amène à cette espèce d'aspect un peu coréen, foufou, et donc c'est plutôt bien. C'est pas une performance incroyable, ça va pas être la plus grande performance qu'il ait donnée, hein. Je pense que personne va argumenter ça, mais ça fait plaisir de le voir, il le fait bien, et donc c'est plutôt sympa de l'avoir dans un film qui, dans l'ensemble, est très satisfaisant. Toujours en 2013, Song Kang-ho apparaît dans The Face Reader, réalisé par Han Jae-rim. C'est un des premiers films en costume de Song Kang-ho. Alors quand je dis en costume, c'est-à-dire vraiment d'époque féodale coréenne. Parce qu'il était déjà apparu dans des films un peu plus situés dans un temps un peu plus ancien. Alors il y a un sur le baseball durant l'occupation japonaise que je n'ai pas vu. Mais là vraiment, avec The Face Reader, c'est le premier film dans lequel il est vraiment à une époque
plus ancienne, qui je crois est l'époque Joseon, mais à vérifier. Et donc qu'est-ce qu'il joue ici? Il joue en fait quelqu'un alors qui vient d'une famille visiblement noble, mais qui a été déchue et qui a un talent naturel pour lire la personnalité des gens à travers leur visage. Et donc il suffit juste qu'il voit le visage et il est capable de dire: ah, vous êtes une personne méchante, vous êtes quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Ce talent va être rapidement reconnu par d'autres personnes intéressées et il va se retrouver à monter dans la hiérarchie jusqu'à devenir le conseiller du roi. Et donc il va devoir essayer de déjouer une tentative de coup d'État envers le roi légitime. C'est un film qui est très soigné d'un point de vue technique. Tout ce qui est photographie, tout ce qui est reconstitution historique, costume, tout ça, rien à dire, c'est très bien fait. Par contre, c'est assez mitigé au niveau du développement de l'histoire et des personnages, en ce que je pense que la mise en place de tous les enjeux est très longue, un peu laborieuse. Il y a quand même une bonne heure pour qu'on arrive enfin au moment où les choses commencent à monter en puissance dramatiquement parlant, donc c'est un petit peu long. Par contre, une fois que ceux-ci ont été mis en place et que ça bouge enfin, il y a des moments assez réussis, tout particulièrement toute la séquence de fin est assez sympa, assez intéressante, avec un petit côté poétique, voire de réflexion par rapport au pouvoir et ce que ça comporte. Donc je trouve que c'est vraiment entre deux eaux. C'est un film qui mérite certainement une vision, mais voilà, sachez que tout n'est pas réussi, loin s'en faut. Song Kang-ho, lui, il est bien. Je veux dire, il fait son rôle de manière convaincante. Cependant, moi, j'ai toujours un petit peu de mal avec le Song Kang-ho d'époque. Il y a quelque chose qui me bloque. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas si c'est l'abus de postiches, de fausses barbes et tout ça qui me pose un problème. Mais je trouve qu'il y a toujours un petit décalage entre la manière dont il est et ce que j'ai en tête par rapport à ce que devait être la Corée féodale. Donc il y a toujours un très léger blocage, quelque chose qui me sort du film en ce qui le concerne quand il est dans des films d'époque comme ça. Bon, il n'empêche que sa prestation en elle-même est bien, hein. Je veux dire, il fait le travail comme il faut. Il y a quelques moments très dramatiques dans lesquels il donne de sa personne, il n'y a rien à dire. Donc il fait son travail bien. Après, je ne sais pas si comme moi vous aurez ce petit problème, ce petit quelque chose qui vous restera en tête quand vous le verrez, qui vous empêchera de complètement rentrer dans le film et dans le personnage. Bon, je vous le souhaite pas, mais sachez qu'il y a peut-être ce risque en ce qui le concerne dans un film d'époque et qui va se reproduire dans les deux autres films d'époque qu'il va faire un peu plus tard. 2013 toujours, qui était une année visiblement assez chargée pour lui, il apparaît dans The Attorney, réalisé par Young Woo-sok. The Attorney, c'est une adaptation assez libre de la vie de Roh Moo-yoon, qui était un activiste pour les droits de l'homme à l'époque de la dictature militaire et qui par la suite deviendra président de Corée du Sud, un mandat qui sera assez compliqué et qui se terminera par son suicide. Donc une personnalité assez complexe et assez visiblement polarisante en Corée du Sud. Et donc Song Kang-ho joue cette personnalité, à savoir donc que c'est un avocat, un petit avocat qui n'a pas eu un parcours académique particulièrement brillant, mais qui, en se spécialisant dans des domaines fiscaux, parvient en fait à devenir assez aisé et donc à réussir sa carrière, même si c'est
c'est vu avec un certain dédain par les membres de sa profession. Il n'empêche que il parvient comme ça à s'enrichir un minimum, jusqu'au jour où il va accepter de plaider dans le cadre d'une affaire politique. Et donc il va se retrouver pris dans cet événement politique, dans les machinations politiques qu'il peut y avoir. Et cet avocat qui était uniquement intéressé par le profit va commencer à changer et va vouloir essayer de faire en sorte que la justice prévale par rapport à l'injustice chronique du système judiciaire durant la dictature militaire et les abus nombreux qu'il pouvait y avoir envers les droits de l'homme. The Attorney, moi c'est un film que j'ai beaucoup aimé. J'aime d'ailleurs en général. Je trouve que les Coréens du Sud sont jamais meilleurs que quand ils traitent de la période de la dictature et du combat pour la démocratie. Je pense que c'est ce qui donne les meilleurs films chez eux. Un film par exemple comme 1987, When the Time Comes, celui-là. Il y en a un autre dont on va parler, Taxi Rider. Tous ces films qui traitent de ce sujet, il y a Seoul Rainbow, un film de fin des années 80 que je trouve excellent. Donc c'est vraiment un sujet qui je pense à chaque fois tient à cœur au cinéaste, ce qui est normal, et ça se ressent, il y a vraiment du cœur, il y a vraiment de la passion, et il y en a ici aussi. Je trouve que la trajectoire du personnage, qui visiblement est une trajectoire en tout cas semi-réelle, est passionnante. On comprend son évolution, on comprend son combat, on a vraiment envie qu'il réussisse, et le côté justement homme du peuple qu'a Song Kang-ho, ça réussit parfaitement à donner corps au personnage et justement au fait que on a envie qu'il réussisse, on a envie qu'il parvienne à faire rendre la justice dans cette scabreuse affaire de torture et de confession forcée. Et donc malgré le côté un peu générique quelque part de la structure et le côté film de procès qui est assez codifié, la passion et le drame des événements parvient à être transcrit grâce au réalisateur et grâce au scénario et grâce à Song Kang-ho, qui est vraiment à fond, encore une fois, dans son personnage et qui lui rend justice, on peut le dire. Donc The Attorney, vraiment, moi j'ai une grosse recommandation. Je pense que c'est un film qui mérite d'être vu, et pour le film et pour Song Kang-ho. 2 ans plus tard, en 2015, il revient dans la Corée féodale pour les besoins de The Throne, réalisé par Lee Jun-ik, et dans lequel il interprète un roi, le roi Yongjo. Tout The Throne est construit autour de la relation entre le roi et son fils, une relation difficile qui va se terminer de manière extrêmement dramatique. Visiblement, c'est basé sur une histoire réelle, donc ça a vraiment eu lieu. Moi, quand j'ai vu le film, j'avoue que je ne connaissais pas l'histoire réelle. Je suis assez, même si j'ai lu quelques trucs sur l'histoire de la Corée du Sud, j'ai toujours un petit peu de mal avec les différents rois qui sont succédés durant les dynasties locales. Donc ça fait que je ne connaissais pas l'histoire réelle. Et j'ai trouvé que le film était un petit peu répétitif dans le côté abus que le roi joué par Song Kang-ho fait subir à son fils. C'est vraiment une accumulation constante, et je trouve qu'au bout d'un moment, on a compris que voilà, il est en train de le bully comme un malade. Il y a un moment, c'est bon, quoi. Il n'y a plus besoin d'en rajouter. On a compris que ça va forcément partir en couille. Et non, ça continue. Donc j'ai trouvé que le film était un petit peu trop répétitif et un petit peu trop prévisible quelque part dans son déroulement. Et j'ai également donc le fameux problème du Song Kang-ho dans une époque médiévale. Donc moi ça me sort toujours un petit peu, même si encore une fois il donne une bonne prestation,
mais bon, c'est toujours un petit problème. Ceci étant, entre-temps, j'ai donc découvert que c'était adapté d'une histoire réelle. Et en fait, il se trouve que dans l'histoire réelle, le prince est, en tout cas dans la manière dont ça a été décrit jusqu'ici à travers l'histoire, le prince était quelqu'un de très cruel, de très mauvais. Et donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à être puni par son père jusqu'à aller au châtiment final. Et en fait, ce film prend un point de vue différent en montrant le prince, sous un jour bien meilleur et en complexifiant en fait la manière dont le crescendo jusqu'à l'événement final. Donc je pense que si j'avais connu un peu plus la version historique telle qu'elle est connue, j'aurais probablement apprécié davantage The Throne. Ça m'aurait permis de comprendre mieux la démarche qui a été faite par le réalisateur et peut-être d'apprécier cette démarche un peu plus. Là, ne la connaissant pas, j'ai trouvé que le film avait un côté un peu répétitif et finalement assez prévisible. Et donc au final, je ne suis pas rentré dedans complètement. Peut-être donc un film auquel il faut laisser sa chance. Un film qui gagne certainement si on connaît un petit peu plus l'histoire sud-coréenne, enfin l'histoire coréenne en général en l'occurrence. Donc à voir, je ne sais pas si je dois vous le recommander, c'est pas un mauvais film pour autant, mais peut-être à réserver une fois qu'on a une certaine familiarité avec l'histoire coréenne. Donc. On passe à 2016, The Age of Shadows pour Kim Ji-woon, qui voit donc Song Kang-ho jouer un policier durant l'occupation japonaise et qui se retrouve à devoir osciller entre les forces d'occupation, les forces de colonisation japonaises et la résistance, et qui est un peu entre les deux eaux, qui a du mal à savoir dans quelle direction s'orienter. Belle reconstitution d'époque, mais moi j'avoue que je n'ai pas trop marché. Je trouve le film un peu long. Les intentions sont bonnes, ça aurait pu donner quelque chose de bien. Il y a quelques séquences assez réussies, la séquence du train, mais sur l'ensemble, j'ai pas été extrêmement enchanté et vraiment pris dans l'intrigue qui est proposée. C'est dommage. J'étais plutôt parti avec un bon a priori et plutôt client du truc, mais il y a quelque chose au niveau du rythme, au niveau du scénario qui m'empêche de vraiment rentrer totalement dans l'histoire. Donc occasion un peu manquée. L'appréciation par contre de Song Kang-ho est tout à fait bien, hein. Donc là-dessus il y a rien à lui reprocher. Vous pouvez le voir, ne serait-ce que pour ça. Après, c'est le même principe que Park Chan-wook et Bong Joon-ho, hein. Kim Ji-woon, c'est quand même un réalisateur intéressant. Donc tous ces films méritent d'être vus, même si après, tout comme moi, vous n'êtes pas obligé d'accrocher à l'ensemble de leur filmographie. On part sur 2017, Taxi Driver, réalisé par Jang-hoon. Donc Jang-hoon, le réalisateur de The Secret Reunion, dont j'ai déjà parlé un petit peu plus tôt. Et on est là sur un sujet un peu à la The Attorney, puisqu'il s'agit d'une histoire réelle. C'est le massacre de Gwangju. Donc le massacre de Gwangju qui a été un élément capital dans l'affirmation de la démocratie, de l'évolution de la dictature militaire vers la démocratie en Corée du Sud. Donc massacre qui a été fait par la dictature militaire au moment où il y avait un certain nombre de manifestations contre celle-ci, qui a été extrêmement marquant, qui a été également évoqué dans The Petal, dont j'avais déjà un petit peu parlé un peu plus tôt. Et donc on a des images de ce massacre parce que un journaliste allemand a réussi à aller dans la ville qui était totalement fermée par les autorités quand ça a eu lieu. Il a réussi à y aller, il a réussi à faire des images, et c'est grâce à ça, entre autres, que la communauté internationale a pu savoir ce qui s'était passé et a pu mettre de la pression sur la dictature militaire pour une évolution et pour un changement de régime. Donc c'est ça qui est raconté ici, avec Thomas Kretschmann
qui joue le journaliste allemand, Thomas Kretschmann, que vous avez peut-être vu dans Le pianiste de Polanski, ou bien dans Le syndrome de Stendhal de Argento, un bon acteur allemand. Et il fait équipe ici avec un chauffeur de taxi, le chauffeur de taxi qui va l'amener à Gwangju et qui est donc joué par Song Kang-ho. C'est un bon film parce que le sujet dont il traite est évidemment un sujet important, un sujet dramatiquement fort. Donc de ce point de vue-là, évidemment, c'est bien. Song Kang-ho est dans son registre habituel d'homme du peuple un peu frustre, donc il le fait très bien, aucun problème à ce niveau. J'ai quand même deux petites réserves qui sont dommages parce que je pense que le film est bien, je pense que le film est tout à fait recommandable, mais ces deux petites réserves pour moi l'empêchent de monter encore un niveau au-dessus pour atteindre le degré de réussite que peut avoir un film comme justement 1987 When the Day Comes. Et ces deux petits problèmes, c'est que je trouve que la dynamique entre Song Kang-ho et Kretschmann est pas pleinement satisfaisante. Ça manque d'étincelles entre les deux. Je sais pas pourquoi. Pourtant, normalement, c'est deux très bons acteurs, donc ça aurait pu marcher, mais et le réalisateur est assez bon dans le développement de ses personnages. Donc normalement, tous les éléments étaient là pour que ça donne une relation vraiment très, très intéressante et elle est un peu plate quelque part. Et ça, c'est un petit peu dommage. Le deuxième point, c'est que je trouve que Jang-un a un peu trop surdramatisé certains événements, surtout sur la fin en fait, quand ils essayent de s'échapper de Gwangju. Je trouve qu'il y a un côté un peu guimauve, un peu surdramatisé, qui n'est pas nécessaire, parce que les événements eux-mêmes sont déjà suffisamment dramatiques. Il n'y a pas besoin d'en rajouter en fait. C'est déjà suffisamment fort en soi, donc il n'y a pas besoin d'en rajouter dans le côté dramatique, et il le fait. Et je trouve que ça nuit un petit peu à la force que peut avoir le film. Bon, il n'empêche que c'est deux critiques légères et que Taxi Driver est quand même un film très très recommandé. En 2018, Song Kang-ho est The Drug King dans un film réalisé par Woo Min-ho. Alors là, on est vraiment dans le classique Rise and Fall, hein, les histoires de gangsters, comment ils montent de rien pour devenir le grand boss du crime et ainsi et après finalement faire une chute d'autant plus forte. C'est très classique, c'est fait correctement, c'est pas un mauvais film, il y a un certain soin qui est apporté à la constitution d'époque, à tout le développement du trafic réalisé par le personnage de Song Kang-ho. Donc c'est fait correctement, il y a tous les éléments qu'on est en droit d'attendre dans un film de ce genre, mais il n'y a aucun génie particulier derrière. C'est un peu mécanique, ça passe, ça fait ce qu'on est en droit d'attendre, mais il n'y a vraiment pas plus, quoi. Soyez prévenus. Moi, je mettrais vraiment pas ça dans les films majeurs de Song Kang-ho. Loin de là, c'est plus vers le bas de sa filmographie. C'est pas un mauvais film, hein, loin s'en faut. Mais voilà, il y a rien de révolutionnaire. Ça manque de touche un peu personnelle, ça manque un peu d'originalité quelque part, afin de rendre le truc un peu plus intéressant. Ça se laisse regarder, c'est pas désagréable, mais c'est finalement vite vu, vite oublié. Dommage. On arrive au fameux film qui m'a donné l'idée de faire cette vidéo, 2019, Parasite, donc réalisé par Bong Joon-ho. Bon, il y a déjà eu énormément de choses qui ont été dites sur Parasite, donc moi je ne vais pas m'étendre très très loin dessus. Vous avez déjà compris que je suis quelqu'un qui peut être assez critique sur Bong Joon-ho, donc il ne va pas échapper à quelques critiques de ma part. Il n'empêche que, disons dès le départ, que Parasite est un bon film, très bien réalisé, avec des bonnes idées, des bonnes séquences. C'est tout à fait louable, un message qui est également dans lequel je me retrouve, à laquelle je souscris, donc je vais pas être ultra critique non plus. Je pense que c'est un bon film qui mérite d'être vu. Je suis moins convaincu par tout le tapage qu'il y a pu avoir, parce que je pense que même si c'est un bon film, qu'il a un certain nombre de défauts et qu'il y a d'autres films
asiatiques qui sont tout aussi bien, voire largement mieux. Donc je suis toujours un petit peu surpris de voir un tel battage autour de lui, mais bon. En l'occurrence, les critiques que j'ai à faire sur Parasite, il y en a deux. C'est une critique que j'avais déjà fait sur Transperce Neige, qui est que à vouloir vraiment marteler son message, il tue un peu la cohérence interne du récit. Et quand je dis ça, en fait, je pense au moment où les personnages découvrent qu'il y a quelqu'un dans la cave qui vit là depuis des années. Et surtout, en fait, à la limite, si c'était juste ça, bon, je pourrais encore y croire. Mais le truc qu'il allume les lumières à chaque fois que les personnages rentrent dans la maison, ça, clairement, moi, ça m'a sorti du truc, quoi. C'est tellement pas crédible, quoi. Alors oui, on comprend bien le message, l'exploitation, machin. Mais c'est ça le truc, c'est il veut tellement faire passer son message que au final, on perd quand même en crédibilité dans le récit, quoi. Donc moi, ça me sort un petit peu du film, malheureusement. Et l'autre point qui me pose un petit souci, c'est la conclusion. Je trouve que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il ne savait pas trop comment conclure son récit. Et donc on part dans une espèce de jeu de massacre qui est un peu le moyen facile de s'en sortir, parce qu'au final on n'avait pas forcément de conclusion qui correspondait à ce qu'il voulait dire. Donc c'est un peu facile, je trouve. Alors qu'il y avait potentiellement quelque chose de plus profond à faire, je pense, sur le sujet, vu qu'il avait bien installé la problématique et le sujet. Je pense qu'il y avait potentiellement quelque chose de plus développé à faire, mais bon. Il n'empêche donc que Parasite, bon film. Song Kang-ho, classique, homme du peuple, un peu frustre. Voilà, le rôle dont on a l'habitude chez lui, il le fait parfaitement, aucun problème là-dessus, il est très bien. Donc c'est un film qui est à voir, hein, évidemment, un film très recommandé, mais avec quelques réserves quand même en ce qui me concerne. Mais bon, à voir évidemment. Si vous ne l'avez pas déjà vu, mais vous l'avez probablement déjà vu. Et bon, on va terminer cette filmographie commentée de Song Kang-ho avec le tout dernier film qu'il a fait, qui est The King's Letter, film de 2019 réalisé par Jo Chul-yoon. The King's Letter, en fait, c'est l'explication, c'est la transposition en film de la manière dont l'écriture coréenne a été inventée, puisque pendant longtemps, en fait, les Coréens utilisaient les idéogrammes chinois pour écrire, et donc le roi Sejong, à un moment, a entrepris donc de faire une écriture qui correspondrait plus spécifiquement au coréen tel qu'il était parlé, puisque évidemment le chinois était fait sur une autre base qui correspondait plus aux langues chinoises parlées. Et donc c'est comme ça qu'ils ont développé le hangul, tout en sachant qu'il y avait des résistances par rapport à l'aristocratie, pour qui ça aboutissait en fait à une démocratisation de l'écriture et donc une perte de leur statut propre. Donc évidemment, ils n'étaient pas très motivés par rapport à ça. Un film bien fait. On est encore une fois dans une reconstitution de qualité. On trouve un peu la même dynamique que The Throne quelque part et que The Face Reader. C'est des films assez longs, des films sérieux dans leurs propos. Par contre, et c'est là, on est plus par rapport à The Throne quelque part, parce que je pense que si on ne parle pas coréen, si on n'est pas forcément en fait de ces éléments-là, on perd quand même un élément d'appréciation du film. Le film est bien fait, le film est tout à fait recommandable, mais c'est vrai que quand on ne connaît pas le chinois, quand on ne connaît pas le coréen, il y a un certain nombre de problématiques qui nous passent un petit peu au-dessus. Alors le film essaye quand même de les rendre compréhensibles et il y arrive dans les grandes largeurs, mais je pense que ça ne peut forcément que parler de manière maximale que aux gens qui parlent coréen. Donc ça va forcément faire perdre un petit peu de public
par rapport aux problématiques posées. Bon, si vous êtes prêt quand même à passer outre cette question, si vous êtes prêt à vous impliquer dans cette facette de l'histoire coréenne qui est tout à fait intéressante, eh ben, le film est très recommandable. Comme d'habitude, moi j'ai toujours ce petit problème de Song Kang-ho en roi féodal coréen, mais bon, il n'empêche que là encore une fois, il le fait bien, on comprend les motivations assez nobles du personnage et les résistances auxquelles il est confronté. Donc c'est bien fait. C'est un film recommandable, peut-être pas tout en haut du panier, mais ça reste une œuvre tout à fait louable dans sa filmographie. Et voilà, sur ce, nous avons terminé la filmographie commentée de Song Kang-ho. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes, j'espère que ça vous aura motivé à voir d'autres films de Song Kang-ho. Comme d'habitude, n'hésitez pas à poster vos remarques ou questions dans la section commentaires en dessous de la vidéo. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.